En 1918, le versant amont du barrage de Calaveras, Californie, en Amérique, s'effondre. Plus tard, Allenhazen a étudié la rupture et défini la liquéfaction du sol. En 1964, le tremblement de terre de Niigata, Japon, a eu un impact extrêmement destructeur sur les structures et la principale cause de la destruction était la liquéfaction du sol déclenchée par un tremblement de terre. Cet événement a mis la liquéfaction des sols au premier plan et des recherches approfondies ont été lancées. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que la liquéfaction des sols, ses causes, ses types, ses effets et aussi les méthodes de prévention. Le RPS marocain ou l'Eurocode 8 régit et gouverne les principes de construction dans les zones sismiques. On a aussi une norme NFP 94500 qui définit et classifie les missions d'ingénierie géotechnique. Avec ces normes, on demande au bureau d'études de sol ou au laboratoire de se prononcer sur la classe de sol et sur les risques de liquéfaction en fonction du zonage sismique. L'Eurocode 8 dit sur la définition de liquéfaction la diminution de résistance au cisaillement et ou de rigidité due à l'augmentation durant le mouvement sismique de la pression de l'eau interstitielle dont les matériaux saturés sont cohésion susceptibles de produire des déformations permanentes significatives, voire une quasi-annulation de la contrainte effective dans le sol est désignée dans ce qui suit par le terme liquéfaction. J'explique ce texte. Tout simplement, la liquéfaction du sol est un phénomène géotechnique qui se caractérise par la perte de portance d'un sol saturé en eau sous l'effet de vibrations ou de secousses. Dans ce cas, le sol se comporte comme un liquide et peut entraîner des dommages aux bâtiments et aux infrastructures. Lors d'un séisme, par exemple, quand un sol est lâche, du sable par exemple, ici on a dans cet exemple, et que l'eau se trouve à proximité, comme cette nappe, les grains de sol vont pouvoir bouger et se réagencer. Ils vont ainsi perdre le contact qu'il y avait entre eux, permettant à l'eau de remonter. Cette augmentation de la pression interstitielle provoque la perte de portance du sol et le sol se comporte alors comme un liquide qu'un solide. On aura donc une perte partielle ou totale de portance d'un sol suite à un phénomène sismique. Je rappelle qu'est-ce que la portance. La portance du sol, c'est une mesure physique de sa capacité à supporter des charges mécaniques rapportées à sa surface. Donc, c'est une force de résistance. On peut déduire de cet exemple que les sols les plus susceptibles de subir une liquéfaction sont les sols sableux ou limoneux à faible teneur d'argile et une forte teneur en eau, c'est-à-dire saturée en eau. Donc si vous achetez un terrain dans une zone de marais, de sable dunaire ou à proximité d'un cours d'eau, il y a de fortes probabilités que votre terrain soit concerné par le risque de liquéfaction. Alors il faut faire attention et réaliser des études en amont. Maintenant, je vais citer les causes qui peuvent provoquer une liquéfaction du sol. Il faut noter que tous les sols ne se liquéfient pas. Donc on a d'abord un problème de cohésion. Un sol sans cohésion se liquéfie plus rapidement qu'un sol cohérent. Et la cohésion est une propriété du sol qui maintient les particules de sol ensemble. Par exemple, le sable a une faible cohésion, tandis que l'argile a une cohésion élevée. La deuxième propriété qui influence la liquéfaction du sol est la taille des particules. À mesure que la taille des particules de sol augmente, les vides entre les particules augmentent. Par conséquent, un sol contenant de grosses particules est plus susceptible de se liquéfier qu'un sol contenant de petites particules. Le troisième facteur qui affecte la liquéfaction est le compactage du sol. La susceptibilité à la liquéfaction est inversement proportionnelle à la densité, au compactage.
En conséquence, un compactage adéquat peut sauver le sol de la liquéfaction. Et le dernier facteur affectant la liquéfaction du sol est le niveau de saturation du sol. La liquéfaction ne se produit que dans des sols saturés ou partiellement saturés. On trouve deux types de liquéfaction. Lorsqu'une force externe, comme un tremblement de terre, perturbe l'équilibre statique de la masse du sol, la liquéfaction est connue sous le nom de liquéfaction en flux et se caractérise par un déclencheur initial relativement petit qui déclenche la réaction en chaîne. Ensuite, l'énergie est transférée d'une particule à l'autre et continue d'augmenter jusqu'à ce que toute la masse du sol soit liquéfiée. C'est une liquéfaction en flux, donc on a des mouvements importants et rapides en chaîne. Le sol ne peut plus supporter la charge structurelle des bâtiments, ce qui entraîne l'affaissement, l'inclinaison ou l'effondrement des structures. L'autre type, on a un chargement cyclique. C'est un modèle de chargement qui se produit de manière répétée après un intervalle. Il provoque la liquéfaction du sol. Dans les sols meubles et saturés, les sols en conditions lâches ont moins de résistance au cisaillement et donc plus sensibles à la liquéfaction cyclique. Il faut noter que les déformations en liquéfaction cyclique sont dans la direction latérale et elles sont plus importantes que le premier type. Donc la sévérité de liquéfaction cyclique dépend de la période d'application et de la charge, mais en tout cas, elles sont plus importantes que la liquéfaction en flux. Maintenant, quels sont les effets courants de la liquéfaction du sol dans les deux types? Alors, l'un des effets les plus courants de la liquéfaction des sols est la défaillance dans les bâtiments. Alors, les bâtiments se reposent sur un sol et une fondation d'un bâtiment est conçue en fonction de la capacité portante de ce sol. Donc, dans le phénomène de liquéfaction, la capacité portante du sol est réduite à zéro et les bâtiments commencent soit à s'enfoncer dans le sol et l'enfoncement peut être uniforme ou différentiel. En conséquence, les bâtiments coulent, s'inclinent ou se renversent. On peut trouver aussi des fissures de fondation. C'est un effet courant aussi de la liquéfaction du sol. La fondation subit des forces non uniformes sur sa longueur et sa largeur lors de l'enfoncement différentiel, par exemple, et les forces inégales fissurent la fondation, la rendant incapable de transférer en toute sécurité la charge du bâtiment au sol. Le même problème pour les pieux. Les pieux sont aussi fortement impactés par la liquéfaction du sol. Le sol liquéfié exerce une contrainte latérale sur le pieu et provoque un flambement et réduit la capacité portante de la fondation sur pieu. On peut avoir aussi des dommages aux services publics. Donc, tous les services publics sont souterrains de nos jours. Donc, lorsque le sol se comporte comme un liquide, ça va perturber l'alignement et les raccordements des réseaux. En conséquence, ils vont fonctionner mal. On a aussi un problème d'érosion des pentes pour les autoroutes, les voies ferrées, les barrages en terre et les projets d'aménagement. Et ces projets utilisent largement les pentes en terre. Donc, si le sol va s'écouler, ça va former des fissures dans la pente lors de la liquéfaction. Avec cela, la structure soutenue par la pente est compromise. Un autre exemple, les murs de soutènement. C'est une structure qui soutient latéralement le sol. Sous la liquéfaction, le sol se comporte comme un liquide. Par conséquent, le mur de soutènement peut couler, glisser, s'incliner ou se renverser. Il est toujours conseillé d'éviter la zone liquéfiable avant de démarrer un projet. Et si on ne peut pas éviter cette zone, on peut utiliser des techniques d'amélioration du sol. La pertinence de la méthode choisie dépend du type de sol, de son potentiel de liquéfaction et de l'économie, de notre budget. Je vais mentionner ici
4 méthodes courantes, mais il y a plusieurs ou de nombreuses techniques d'amélioration des sols. La première méthode, c'est la méthode de compactage vibrant. C'est une méthode courante de prévention de la liquéfaction. Le principe de cette méthode est de compacter le sol par des vibrations qui augmentent ensuite sa densité, c'est-à-dire le sol. Ces vibrations aident au compactage des sols sans cohésion. Cette technique utilise des vibrateurs qui sont descendus dans la terre profonde au fur et à mesure que les couches profondes sont compactées. Le trou est rempli de terre et aussi compacté. Ce processus est répété jusqu'à ce que le trou de forage soit complètement rempli de terre. On a aussi un compactage dynamique. Cette technique est basée sur le compactage par l'application brutale de charges lourdes. Il utilise un objet lourd qui tombe à plusieurs reprises d'une hauteur. L'énergie potentielle de l'objet qui tombe se convertit en énergie cinétique qui compacte ensuite le sol jusqu'à une certaine profondeur. Et la profondeur de compactage dépend de l'énergie transférée, du poids du marteau et de la hauteur de chute. Pour les sols saturés, on utilise des colonnes de drainage. Ça permet au sol de relâcher sa pression interstitielle. Les colonnes de drainage sont des forages dans le sol remplis d'un matériau perméable. Ça peut être du gravier calibré ou de la pierre qui draine rapidement l'eau du sol. Enfin, on a le coulis, un mélange de ciment, de sable et d'eau injecté dans le sol à une certaine profondeur. Le coulis est un mélange à écoulement long. Par conséquent, il commence à s'accumuler près de l'aiguille d'injection. Cela provoque le compactage du sol voisin. Le jointoiement est une technique réalisable cette technique est utilisée pour les structures existantes pour corriger l'inclinaison de cette structure. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci.